Alors, bonjour à tous, merci Marion. Guillaume Salé, je suis basé à l'INRA et de Nosilly et dans une équipe qui s'intéresse aux parasites nématodes, notamment des équidés. Donc là, l'idée de la présentation, c'est de vous présenter un bilan en fait des parasites observés dans des autopsies réalisées sur 29 années. Et en fait, c'est le bénéfice d'un gros travail mené par Claire Logier à l'ANSES et son équipe, Jackie Taprest, Nathalie Fouché et Corinne Sévin, qui ont bénéficié également du soutien de la région Normandie. Et du coup, je tenais à souligner leur travail. Et puis, on a bénéficié également de la collaboration du professeur Jacques Guillot à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Donc, mon parcours, j'ai commencé par des études en fait, de doctorat vétérinaire que j'ai poursuivi par une activité d'une thèse en génétique animale pour essayer de comprendre ce qui faisait la différence entre des animaux sensibles et résistants aux nématodes parasites. Puis j'ai été recruté en tant qu'ingénieur de recherche pour développer des solutions de gestion durable et puis des approches de génétique populationnelle de ces mêmes parasites. La présentation en fait va se dérouler en 3 temps, un premier temps sur le contexte de l'étude et puis approche de l'étude. Le deuxième temps sur donc la présentation des principaux résultats avec un risque parasitaire qui aurait changé autour des années 2000 et puis les principales conclusions et applications qu'on peut tirer de ces observations. Donc le contexte et l'approche. Donc vous le savez sûrement déjà, les chevaux sont infestés par une communauté parasitaire qui est très riche, et notamment dans le tract digestif, où on trouve énormément d'espèces avec différents groupes d'espèces euh, identifiés, que ce soit des insectes comme les gastérophiles, des nématodes qui sont ici encadrés en vert, pardon, et ou des cestodes, donc les ténias, qui ici sont les anopocéphales pour les équidés et également complété donc par des trématodes, Fasciola hepatica et des protozoaires, Zinaria et Cryptosporidium notamment. Sauf qu'en fait, on connaît très mal les facteurs qui vont contribuer à structurer ces communautés. Qu'est-ce qui fait que ces parasites vont s'installer dans leurs hôtes? Est-ce qu'il y a des interactions entre ces espèces? Tout ça, c'est des choses qui sont très mal caractérisées. Et puis leur évolution temporelle est également mal connue. Et ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est de se pencher justement sur des données d'autopsie. Ces données étant très mal connues parce que justement l'accès à l'information est très compliqué. Il faut au moins, à minima, passer par une autopsie pour avoir une vue intégrale de l'ensemble de ces communautés. On a travaillé sur des données collectées à 2UV sur en fait une population de 1673 jeunes chevaux, donc entre 2 mois et 24 mois d'âge, provenant de 758 haras et qui ont été vus en autopsie entre 1987 et 2015. Donc c'est une masse de données importante, une quantité de travail importante. Pour chacun de ces animaux, la caractérisation des causes de la mort et puis la quantification des espèces parasitaires présentes a été faite pour les espèces autres que les strongles digestifs. Faut bien se rappeler que c'est dans le cadre d'une activité de routine et qu'on ne peut pas décemment se lancer sur un comptage de milliers de strongles, petits strongles, sachant que c'est énormément de temps pour collecter cette information. Et donc sur ces données, on a mené des analyses de façon à évaluer l'impact de différents facteurs environnementaux, de corriger pour certains de ces impacts, et puis d'évaluer aussi l'évolution temporelle des communautés. Donc c'est ce que je vais présenter dans le cadre des résultats. Tout d'abord, le patron d'infestation observé dans le cadre, enfin, dans ce jeu de données pour ces parasites digestifs. Donc on a une fréquence d'infestation qui est de l'ordre de 24%. Et quand on va regarder le nombre de vers qui est représenté ici en ordonnée, pour les différentes saisons, donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et ça pour les différents types ratios autopsiés, c'est-à-dire des trotteurs français en orange, le sel français au milieu, le pur sang, on va se rendre compte qu'en fait, on a une infestation accrue, donc plutôt tardivement en fin de saison, en automne-hiver, ce qui correspond à l'épidémiologie attendue de ces parasites, avec principalement des gastérophiles qu'on va rencontrer à l'automne, Parascaris qui va se retrouver plutôt en fin d'été et en automne, et les ténias qu'on va retrouver en automne, fin d'hiver. Et ce dont on se rend compte en analysant ces données, c'est qu'en fait, on retrouve moins de cestodes et de gastérophiles chez les pur sang de façon significative par rapport aux autres types ratios. Bon, mais ce qui nous intéressait, en fait, c'était de voir l'évolution des communautés dans le temps. Ce qu'on a regardé, et puisque les causes de mortalité étaient déterminées dans 93% des cas, on savait dire si une mortalité vue en autopsie était du fait d'une infestation parasitaire ou alors d'une autre cause.
Sur l'ensemble de la population, on se retrouve avec 111 cas de mortalité d'origine parasitaire, euh, avec une proportion de cas qui reste relativement constante, même si en fait on a constaté une augmentation des cas de mortalité d'origine parasitaire vers la fin des années, enfin, après les années 2000. Ce dont on se rend compte quand on regarde les causes de mortalité d'origine parasitaire, quand on remet les parasites en face, donc c'est ce qui est représenté ici sur ce graphe, pour les trois différents types ratios, donc divers, pur sang ou trotteur, sachant que divers recoupe à la fois les chevaux de trait, des poneys, des chevaux de sport et les selles français. Et puis ici, vous avez le nombre de chevaux concernés par ces morts d'origine parasitaire. On se rend compte qu'en fait, on retrouve un pattern où les chevaux de course sont moins à risque de mortalité due à des parasites. Par contre, le risque entre ces types ratios est différent, c'est-à-dire qu'on a plus de mortalité induite par des infestations par Strongylus vulgaris et puis par des ténias chez les trotteurs, alors que c'est plutôt par Ascaris qui serait l'espèce dominante pour les pur sang, et énormément de cyatostomoses larvaires vues pour tous les autres chevaux qui sont donc causés par les petits strongs. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on reprend le pattern d'évolution de ces cas de mortalité due à des parasites, on se rend compte que avant les années 2000, on est plutôt sur de la mortalité induite par des cestodes et Strongylus vulgaris. Ces espèces ont été peu à peu disparues des radars pour laisser la place aux cas de cyatostomose larvaire et aux infestations et aux mortalités induites par Parascaris. Et ça après les années 2000. Donc quand on retourne en fait sur la prévalence des infestations, donc la prévalence, c'est la fréquence à laquelle on va retrouver les parasites chez les chevaux vus en autopsie, donc qui est représentée ici sur l'axe des ordonnées, et puis pour les différentes années, couvrant de 1987 à 2015. On ne voit pas les points là sur le graphe. Malgré tout, vous avez les tendances observées donc avant les années 2000 en vert et puis après les années 2000 en violet. Et ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a une rupture qui s'opère pour les gastérophiles et les ténias dans leur niveau de prévalence, avec une diminution des niveaux de prévalence et de leurs abondances retrouvées lors de l'autopsie. Alors que finalement, pour Parascaris, la tendance est complètement inverse, c'est-à-dire qu'aux alentours des années 2007, on se retrouve en fait avec une cassure très nette et une augmentation importante des cas vus à l'autopsie, de mortalité induite par Parascaris, mais aussi donc des vers retrouvés à l'autopsie et du nombre de chevaux infestés par cette espèce. Et ce qui est d'autant plus inquiétant aussi, c'est que finalement, suite à ces autopsies et en utilisant l'historique de vermifugation disponible pour les chevaux, donc on l'avait disponible pour environ un peu plus de 600 chevaux, dont 552 avaient reçu un vermifuge dans les 90 jours avant l'autopsie. Et en fait, en connaissant le cycle de vie, on peut supposer ensuite que si on retrouve des vers après un traitement, en fonction de la classe de molécules, on peut supposer qu'on est sur un cas qui laisse penser qu'on est face à une population ou un isolat résistant à cette molécule. Et en fait, on a retrouvé donc des parascaris après traitement, donc fenbendazole, pyrantèle ou ivermectine, avec les différentes proportions indiquées là, hein, donc 1 cas pour le fenbendazole, 2 cas pour la pyrantèle et 5 pour l'ivermectine, ce qui fait 8 cas en tout et pas 7 comme sur la diapo. Donc pour cette espèce-là, et tous ces cas ont été observés donc après les années 2000 également. Et on a également aussi un cas de persistance de cestode retrouvé après traitement praziquantel. Donc tout ça dans des intervalles de temps très très courts, principalement entre 2 et 7 jours après traitement. Donc, en conclusion, pour les applications, ce qu'on observe, c'est que les cyatostominés et parascaris sont devenus les principales menaces pour les jeunes chevaux, avec en parallèle donc une quasi-disparition de Strongylus vulgaris, même s'il reste présent à très bas bruit, et puis les ténias aussi qui semblent montrer pour prendre moins d'importance, en tout cas dans ce jeu de données-là, et pour cette région-là. Ce qu'on suspecte, c'est que la sélection de populations résistantes aux anthelmintiques, combinée éventuellement aussi à une sous-détection, soit responsable à la fois de l'augmentation de prévalence et d'abondance dans ces populations, et aussi à la modification des causes de mortalité d'origine parasitaire, où on constate que les cytostomes et les parascaris ont pris le pas sur les cestodes et Strongylus vulgaris. Et donc des applications très concrètes pour essayer de pallier à ce problème à l'heure actuelle.
C'est d'une part d'essayer de limiter donc les phénomènes de résistance qui consistent principalement à essayer d'empêcher l'introduction de populations résistantes sur son exploitation, soit élevage ou centre équestre, le plus possible. C'est pas nécessairement très simple à faire, j'en conviens. Et également surveiller l'efficacité des vermifuges au cours du temps, puisque même si on est capable d'avoir des mesures de biosécurité relativement strictes par rapport à ça, le fait d'utiliser un vermifuge va forcément conduire à sélectionner des populations résistantes au cours du temps et perdre en efficacité. Donc il faut arriver à objectiver et quantifier ce paramètre de façon assez fréquente et du coup d'avoir une idée de l'efficacité des produits qu'on utilise. Voilà, je conclurai sur ce diaporama. Merci pour votre attention.